cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wayne da manti kala harino kan da bore na bongu se banda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Mise en place cet après-midi du comité de dialogue interreligieux de Niamey, soutenu par le gouvernement. Ce comité aura pour mission de veiller pour la consolidation de la paix au Niger. Et puis certains feux optiques installés au niveau des grands carrefours de Niamey ne fonctionnent plus depuis quelques temps. C'est un véritable enfer pour les automobilistes de s'aventurer sur certaines routes aux heures de pointe. À quand la fin de ce calvaire? Précision dans ce journal. Et puis du sport pour finir, du 12 au 14 septembre prochain aura lieu à Niamey la 17e édition du championnat national d'athlétisme. Nous ferons le point des préparatifs avec nos chroniqueurs sportifs d'Amanabou. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Le site internet d'information fasozine.com titre à sa une trafic de bébés. À quel jeu joue Hama Amadou? Nos confrères burkinabés ont fait une analyse de la fuite du président du Parlement nigérien. Précision dans ce commentaire signé Moudi Moussa. À quel jeu joue Hama Amadou s'interroge en effet Fasozine. Hama Amadou, pas si courageux que ça. Après avoir pris ses jambes à son cou pour échapper à la justice de son pays, le président de l'Assemblée nationale du Niger refait surface à Paris. Non pas pour affronter son destin, mais s'est trouvé à nouveau une échappatoire. En effet, dans un entretien accordé à notre confrère Jeune Afrique, l'homme politique nigérien fut toujours devant l'évidence et pour cause. Il refuse de faire le test d'ADN que lui a demandé la justice de son pays afin de tirer définitivement au clair cette affaire de trafic de bébés pour laquelle sa compagne croupit en prison au Niger. Pour nos confrères, comme si cette feinte judiciaire n'était pas trop grosse, il prétend que c'est sa religion musulmane qui lui interdit de se soumettre à cette exigence élémentaire de recherche de la vérité. On veut bien le croire. Mais dans une affaire aussi sensible, qui lui a coûté la levée de son immunité parlementaire, et maintenant son épouse en prison, on pensait qu'il allait assumer la situation de façon plus courageuse. Mais l'opposant politique a plutôt préféré se cacher derrière un présumé complot d'assassinat qui reste encore à prouver. Le moins que l'on puisse dire, conclut donc le site internet, c'est que la posture actuelle de Hama Amadou n'honore pas le leader politique de l'opposition qui devrait plutôt se soucier de se laver de tout soupçon. En prenant la fuite, il abandonne le champ judiciaire à ses adversaires qui ont désormais toutes les raisons de croire qu'il a quelque chose à se reprocher dans cette affaire des bébés. Autre fait de l'actualité, la direction de l'enseignement supérieur privé a animé ce matin au ministère de l'enseignement supérieur un point de presse relativement à la formation supérieure des étudiants ainsi que l'application du système LMD dans les centres et instituts de formation. Objectif, attirer l'attention des parents d'élèves et des élèves sur le choix des filières et formations offertes par certaines écoles professionnelles qui cependant ne remplissent pas les conditions nécessaires. Précision avec Dr Oumarou Faramaïga, directeur des enseignements supérieurs et privés. Conformément au texte, seuls les diplômes de licence et de master obtenus dans les filières autorisées et ayant satisfait aux conditions d'inscription et de formation sont contresignés par le ministère, permettant ainsi aux titulaires de prétendre
soit à poursuivre des études ou même à chercher un emploi. Depuis 2012, tout diplôme de licence professionnelle ou de master professionnel qui ne porte pas le contre-sein du DGE, du ministère de l'Enseignement supérieur, puisque c'est à lui que le ministre a délégué son pouvoir, qui ne porte pas son contre-sein, n'a pas de valeur légale et ne permet alors de valeur à aucun droit. Tout diplôme qui n'est pas contresigné par le DGE de licence et de master valable. Le diplôme de BTS, si je reviens, lui, j'ai déjà dit, c'est signé par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. L'égalité de son intervention en partie magazine de ce journal. Cela dit, Maître Lirwana Abdurrahman et le juriste Dr Amadou Hassan ont animé hier après-midi au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouge de Niamey une conférence sur le droit, la justice et la démocratie. L'objectif est d'aborder la problématique de la démocratie au Niger. Aïssa Ibrahim Mamoudou, Issa Hassan pour le compte rendu. Le droit et la justice sont-ils le fondement de la démocratie au Niger? Étudier donc les liens entre ces trois notions, c'est l'objectif de cette conférence débat animée par Maître Lirwana Abdurrahman, avocat à la Cour, acteur de la société civile, et Dr Amadou Hassan, juriste. En développant cette thématique jugée cruciale, Maître Lirwan est revenu sur la notion de démocratie, les causes ayant interrompu son processus au Niger, avant de s'attarder sur certains aspects qui la composent comme la Constitution, la justice. Le choix de ces thèmes, droit et justice, sont-ils le fondement de la démocratie, a été guidé par les causes qui ont perturbé le processus démocratique au Niger. Pays, au cours des 20 dernières années, nous avons connu 3 coups d'État. Et on se pose la question légitime de savoir, nous avons une constitution, nous avons des règles qui régissent la société à tous les niveaux, nous avons une structure judiciaire, mais bon sang, pourquoi toujours des problèmes? Donc, c'est cette préoccupation qui nous a amenés à réfléchir sur ces thèmes. Un thème où, pour moi, il ne s'agit pas de répondre par oui ou non. La démocratie et le droit et la justice sont-ils un fondement de la démocratie, mais d'analyser, en fait, après un diagnostic, pourquoi la perturbation dans un régime démocratique. La démocratie est un système politique dans lequel le fondement du pouvoir est le peuple, car c'est le peuple qui élit le gouvernement. Dans le cadre de la démocratie occidentale ou la démocratie libérale, c'est ce même régime qui reconnaît l'expression tant de la liberté individuelle que de la liberté collective. Cela n'est pas respecté dans le cadre du régime dictatorial qui est caractérisé par la négation de ces droits et les libertés des citoyens. Dans le processus actuel, puisque le droit et la justice sont-ils le fondement de la démocratie, a priori, on est obligé de répondre par l'affirmative. Donc on va essayer de voir pourquoi. En ce qui concerne la Constitution nigérienne du 25 novembre 2010, après toute l'évolution que le peuple nigérien a connue à partir des années 90, avec vraiment la démocratie pluraliste, donc le peuple nigérien quand même a eu une longue histoire. À un certain moment, on disait du Niger qui est un laboratoire de la démocratie parce que tout simplement, le peuple nigérien en tout cas a une certaine maturité. Mais malheureusement, même si cela ne coïncide pas avec le niveau de son développement, il faut le reconnaître que a priori, on a une démocratie dynamique où vraiment les acteurs jouent plus ou moins leur rôle. Après l'exposé des conférenciers, les participants ont à tour de rôle donné leur contribution et leur avis concernant le thème afin de trouver des conclusions pertinentes visant à améliorer le régime démocratique au Niger. Concernant le thème développé, les conférenciers, après une analyse de la problématique du régime démocratique au Niger, ont affirmé que le droit et la justice sont des structures qui peuvent assurer un système de gestion de bonne gouvernance au Niger.
Dans le même registre, fin hier après-midi au centre de documentation de l'ANDDH de l'atelier de formation des acteurs de l'assistance juridique et judiciaire pour la mise en œuvre des activités de l'Agence nationale de l'assistance juridique. Un atelier de 2 jours qui a permis de renforcer les capacités de ces acteurs. Précision avec Aïssata Kindo et son beau amour. Cet atelier de 2 jours a permis de renforcer les capacités des acteurs de l'assistance juridique et judiciaire sur les techniques et méthodes de communication interpersonnelle avec les justiciables. Un atelier qui permettra le démarrage effectif des activités des bureaux locaux de l'assistance juridique et judiciaire appuyés par la délégation de l'Union européenne et le PNUD. L'Union européenne accorde une importance particulière à l'accès équitable à la justice. Je souhaite donc que cet accès, pour défendre un droit ou se défendre tout simplement, soit garanti à tout citoyen indépendamment de sa nationalité, de sa pauvreté ou de sa richesse, de son origine sociale, de son sexe, de sa religion ou de son handicap. C'est cet accès équitable à la justice que vous devez garantir désormais aux citoyens par le biais des permanences que vous aurez à assurer désormais au niveau des bureaux de l'assistance juridique et judiciaire et à l'occasion des séances foraines qui vont se tenir dans vos localités respectives. Cet accès équitable au droit et à la justice est un indicateur de la bonne gouvernance, mais aussi il constitue une valeur commune que le Niger partage avec l'Union européenne et le PNUD. Le directeur général de l'ANAJ a expliqué les thèmes développés lors de cet atelier. Vous avez été formé et outillé sur le dispositif juridique et institutionnel de l'assistance juridique et judiciaire, les fiches de consultation juridique, les fiches de demande d'assistance judiciaire, la tenue des registres de consultation juridique, les outils appropriés de communication en matière d'assistance juridique et judiciaire. Les participants se disent satisfaits de cette formation. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que ça va vraiment amener une assistance à la population nigérienne qui en souffre, surtout les vulnérables. On va vraiment, c'est-à-dire la justice sera équitable en ce qui concerne ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. Au terme de cet atelier, plusieurs recommandations ont été formulées afin de faciliter le travail des agents de l'ANAJ. Je vous le disais dans les titres mis en place cet après-midi du comité de dialogue interreligieux de Niamey, un comité appuyé par le gouvernement du Niger, l'Union européenne, CARE International et l'ONG Civisme. Objectif, consolider et préserver la paix au Niger. Aïssata Mamoudou Ibrahim, Issa Hassan pour le compte rendu. Ce comité vient de voir le jour à un moment important vu la situation politique et sociale de notre pays. Un moment qui mérite une attention particulière car elle contribuera à la consolidation et à la préservation de la paix dans notre pays. Soyons-en rassurés que par la grâce de notre Seigneur, que le terrain est favorable. Le terrain est déjà favorable car beaucoup de leaders religieux et des prédicateurs sont permanemment à pied d'œuvre dans le cadre de l'enseignement et de la sensibilisation pour la cohésion sociale dans notre pays. Il ne nous reste plus qu'à solliciter l'apport des autorités et des différentes couches sociales pour conjuguer nos efforts et pour consolider l'unité jadis acquise dans notre pays. Le comité s'est doté d'un bureau consensuel. Il a à son sein les responsables musulmans et chrétiens qui ont su positiver leurs différences et jeter ainsi les bases d'une cohabitation paisible des deux communautés. Cette disposition répond aux vœux du président de la République Mahamadou Issoufou qui fait de la paix le principe sacro-saint de toute politique de développement dans notre région. Le gouvernorat de la région de Niamey ne ménagera aucun effort, aucune énergie pour vous accompagner
dans votre démarche louable et salvatrice pour nos populations, car gage de paix et de stabilité durable. Avant de terminer, mesdames, messieurs, permettez-moi de remercier très sincèrement le projet REV, SOS Civisme, CARE International, la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix et l'Union européenne qui ont permis la concrétisation de ce projet. Tout en souhaitant plein succès à ce comité et à son bureau, je déclare officiellement installé donc le bureau du comité du dialogue interreligieux de la région de Niamey. Cette façon de vivre ensemble donnera l'exemple aux générations présentes et futures pour cultiver la paix et surtout la tolérance vis-à-vis de l'autre. Il contribuera également à la sensibilisation de la société afin de se départir à jamais de tout extrémisme, vecteur de désastre qui sévissent actuellement dans certains pays frères. La suite de ce journal, la campagne publique de partage du rapport annuel de l'arrondissement communal Niamey 5, initiée par le PDF2, s'est achevée hier après-midi avec l'étape de Kirkisoy. Cette mission de 5 jours a permis aux différents acteurs d'échanger avec les populations sur leurs préoccupations quotidiennes afin de les solutionner. Mariam Soumana pour le compte-rendu. Après Kariel et Gorikiré, le quartier Kirkisoy, situé en plein cœur de l'arrondissement communal Niamey 5, a accueilli ce mercredi 10 septembre la troisième et dernière étape de la caravane de sensibilisation et d'information initiée par l'arrondissement communal Niamey 5 avec l'appui de PDF2. Cette campagne publique de partage du rapport annuel de cet arrondissement a permis au cadre de la mairie ainsi qu'à l'équipe de PDF2 d'échanger et de s'imprégner directement des préoccupations des populations, mais aussi et surtout de réfléchir sur les voies et moyens pouvant solutionner ces problèmes. La politique du gouvernement actuel, c'est de rapprocher la population à l'administration. Donc c'est pourquoi le maire, malgré que dans le code des collectivités territoriales, n'est-ce pas, il ne lui est pas permis de mener de ce genre d'action, mais comme on a eu un partenaire et que son souci principal, c'est d'être tout proche de sa population, il a autorisé à ce que PDF2 fasse le bilan du rapport d'activité 2013 au niveau des populations pour que les populations puissent savoir qu'est-ce qui a été réalisé en 2013 et en même temps, puisque nous sommes en période d'évaluation du budget 2014 et éventuellement préparer le budget 2014, eh bien, ça serait une occasion aussi pour nous qui sommes ici de requérir l'avis de la population par rapport à leurs préoccupations. Vous avez suivi avec nous l'engouement qu'il y a eu au niveau de plusieurs thèmes, notamment l'écoulement d'eau, notamment la salubrité. Tous ces thèmes-là seront pris en charge puisqu'il y a des conseillers parmi nous et il y a des chefs de quartier parmi nous qui sont membres du conseil. Et bien, toutes ces préoccupations-là seront débattues au niveau du conseil qui va avoir lieu à la semaine prochaine. Partenaire privilégié des municipalités dans le cadre de la bonne gouvernance, le programme Paix à travers le développement PDF2 tire un bilan positif de cette mission. Très satisfaisant, je dirais, en ce sens que je peux dire qu'aujourd'hui, on a atteint tous les objectifs qui ont été assignés à cette campagne. En ce sens qu'on a pu pendant 5 jours partager le rapport annuel avec toutes les différentes couches de la population dans différents sites, dans des villages, des quartiers, et que vraiment on a eu une grande mobilisation des uns et des autres. Les populations ont répondu, ils ont vraiment participé, posé leurs attentes et je pense que les différents acteurs et ceux qui prennent les décisions donc, vont prendre en compte ces différentes attentes pour voir comment vraiment régler les différents problèmes posés par les populations. Tout comme dans les localités précédentes des SKEC et théâtres participatifs de sensibilisation sur des thèmes liés à l'hygiène et l'assainissement ainsi que la consommation des stupéfiants ont été présentés à la population de Kirkisoy qui s'est fortement mobilisée pour la circonstance. À travers cette campagne publique, le PDF2 entend accompagner les mairies pour une transparence dans la gestion. Sur un tout autre plan, le programme Paix à travers le développement PDF2 avec l'appui de l'USAID a procédé ce matin à la Maison de la Presse à la remise des prix aux lauréats ayant participé au concours de production radiophonique dénommé Boni Daga Karkara, un concours qui est né à sa 3e édition. Nous retrouvons Halima Abdou et Issa Hassan pour le compte rendu.
Il s'est agi pour le programme Paix à travers le développement PDF2 par la présente cérémonie de remise des prix de récompenser les lauréats qui ont participé au concours de production radiophonique dénommé Goni de Karkara. Un concours qui a pour objectif d'amener les radios communautaires et privées partenaires au programme de promouvoir l'excellence et de produire des émissions de qualité. L'objectif de ce concours est d'amener les radios partenaires à être plus compétitives, à cultiver davantage l'excellence et en retour l'autre programme les encourage à travers ce genre de marques de distinction. Pour évaluer le travail de ces radios et choisir les meilleures productions, un jury composé de 7 membres a été mis en place. Au cours de la présente cérémonie, les lauréats très méritants recevront leur trophée que vous voyez de l'autre côté, les consacrant ainsi pionniers en matière de la production ou des productions d'émissions radiophoniques, genre magazines radiophoniques. Parmi les 33 radios partenaires du programme, 32 ont participé à ce concours qui en est à sa 3e édition. 2 catégories de radios sont concernées par ce concours. Ainsi, dans la catégorie radio communautaire, la radio Mourir Telaka, en français La Voix des Pauvres, du département de Filengue remporte le premier prix avec une moyenne de 16,35. Et dans la catégorie radio privée, c'est la radio privée Hatinkai symbolisant l'union en français qui s'empare du premier prix. Malgré que j'ai eu le 2e prix, c'est de cette façon pour la simple raison que aujourd'hui ça permet aux uns et aux autres d'apprécier la valeur des différentes radios, mais également et surtout d'éduquer nos populations en termes de sensibilisation. Lorsqu'on sait que l'objectif du programme, c'est, n'est-ce pas, d'amener les populations à aller à combattre l'extrémisme violent. Je dirais tout simplement que nous sommes heureux, c'est un sentiment de satisfaction, mais également de fierté. Une initiative vivement encouragée par le ministre de la Communication. Je voudrais également remercier toutes ces radios qui ont participé au concours, parce que l'important ici, ce n'est pas le prix à remporter, c'est surtout la volonté de ces radios-là à améliorer la production, ce qui est extrêmement important pour toutes nos communautés. Alors, nous allons vous encourager à poursuivre davantage et encourager aussi le PDF à multiplier ces genres d'actions qui, nous sommes convaincus, rentrent dans le cadre de la dynamique de développement amorcée par notre pays. Le programme Paix à travers le développement n'entend pas s'arrêter là. Elle promet de continuer de renforcer les capacités des radios communautaires et privées les plus faibles en appui matériel et en formation afin que ces radios puissent disposer des outils fiables pour la bonne marche de leur activité. Comme annoncé dans les titres, le volet reportage de ce journal porte sur les feux optiques de la ville de Niamey. En effet, la plupart se trouvent en mauvais état. Conséquence, les accidents de la circulation routière sont très fréquents et les embouteillages réguliers. Constat, Imassé. Installés un peu partout au niveau des différentes intersections des voies pour fluidifier la circulation dans la ville de Niamey, les feux optiques jouent un rôle important dans la régulation de la circulation routière. Aujourd'hui, force est de constater que rares sont ces feux optiques qui fonctionnent. Une situation que déplorent certains usagers. Ils ajoutent par ailleurs que l'absence de ces feux optiques est à la base des embouteillages interminables observés ça et là dans la ville de Niamey, notamment à des heures de pointe. Aujourd'hui, les feux optiques, il n'y a pas 10 qui travaillent à Niamey. Et nous estimons que chaque fois, les usagers de la route subissent des tracasseries pour les paiements des patentes et consorts, mais malheureusement, on ne sait pas où vont ces fonds. On ne sait pas ce que l'État fait, ce que la communauté urbaine fait avec ces fonds. Les voies sont impraticables, ça c'est un, et il y a un embouteillage qui ne s'explique pas. Qui ne s'explique pas parce que nous estimons que Niamey n'est pas une petite ville. Au lieu de chanter Niamey, Niala, Niamey, ceci, Niamey, cela, il faut d'abord revoir le comportement des uns et des autres.
Étant conscient de cet état de fait causé par l'irresponsabilité de certains citoyens, les responsables municipaux envisagent de les jours à venir de les réhabiliter. Nous avons fait la situation de tous les faits optiques qui ne marchent pas au niveau de la ville de Niamey, dont la plupart ont fait l'objet de vandalisme, mais d'autres c'est des problèmes un peu techniques. Mais en tout cas, nous avons déjà fait un programme de réhabilitation de ces faits optiques-là. Et dans le cadre du programme général d'élaboration du plan lumière de la ville de Niamey, qui va concerner et l'éclairage public et les faits optiques, en tout cas, nous avons envisagé de réhabiliter l'ensemble des faits optiques. Et là, on est en train, en tout cas, de mener les études nécessaires pour pouvoir les mettre en état. Et je pense que vous avez dû constater, en tout cas, sur certains carrefours, les pannes sont assez importantes parce que c'est carrément souvent des automobilistes qui cassent les feux optiques. Et malheureusement, souvent, c'est à des heures où nous ne pouvons pas identifier les auteurs de ces méfaits-là. Et c'est pourquoi, que ce soit sur les poteaux d'éclairage public, que ce soit sur les feux optiques, que ce soit sur n'importe quel mobilier urbain, en tout cas, nous avons toujours demandé la participation de la population pour qu'elle-même dénonce, en tout cas, les auteurs de ces actes-là, pour que nous puissions, en tout cas, préserver le bien public. Une fois réhabilités, ces faits optiques doivent être protégés et surveillés de temps à autre par les autorités municipales. Quant à la population, elle doit adopter un comportement responsable afin de protéger ses biens publics réalisés avec l'argent du contribuable citoyen. Et puis du social à présent, suite à un reportage diffusé sur notre chaîne faisant cas d'une femme handicapée, meurt d'un enfant se trouvant dans l'incapacité d'allaiter son enfant, certaines bonnes volontés ont commencé à réagir. Mariam Chaou a ainsi commencé à recevoir des dons. C'est un reportage de Mariam Soumana et Boubacar Imran Meiga. Suite à notre reportage diffusé mardi dernier sur une femme handicapée ayant perdu ses deux seins dans un incendie à l'âge de 6 ans, plusieurs bonnes volontés ont commencé à réagir afin de venir en aide à son unique enfant âgé de quelques jours qu'elle ne pouvait pas allaiter. Après un premier don composé d'un sac de riz, d'un carton de lait pour enfants et des layettes, Mariam Ishaou vient de recevoir au siège du groupe Dounia 2 cartons de lait pour bébé, 2 biberons plus une somme de 9 000 francs CFA. Un geste de 2 généreuses bonnes dames qui ont préféré garder l'anonymat. Très émue par ce geste humanitaire, Mariam manque de mots pour remercier ses généreuses donatrices. Na gode da kulawar abin da sun kai mini. Allah Ubangiji shi ba su lara abin su. Wanda sun ka taimaka min Allah Ubangiji shi taimaka musu ko su haka nan. Allah Ubangiji na gode da kulawa kwarai ban san ma godiyar da zan yi musu ba. Sun bani karto 2 na madara da biberon dan da 2 da sakon shinkafa da karton sabuni labibel, turare eri jabel da turare na hesawa da sabuni na wankan jaririniya da abin kwalkwala kunni dan da 2. Avec ces dons, Mariam va pouvoir commencer à nourrir sa petite fille en attendant l'aide des autres bonnes volontés qui, nous espérons, ne tarderont pas à emboîter le pas aux premières. La Fédération nigérienne d'athlétisme a animé hier après-midi une conférence de presse. Celle-ci est relative à l'organisation de la 17e édition du championnat national d'athlétisme prévu du 12 au 14 septembre prochain. Nous retrouvons notre chroniqueur sportif, Damana Abdoulaye. Annoncer les couleurs de la 17e édition du championnat national d'athlétisme, les innovations apportées et les objectifs qui lui sont assignés, ce sont là les maîtres mots qui ont caractérisé cette conférence de presse animée par le président de la Fédération nigérienne d'athlétisme, le colonel Jibril Issa Hamidou. Prévu pour se tenir du 12 au 14 septembre prochain, ce grand rendez-vous du donner et du recevoir sur les pistes de fond, demi-fond et en sprint
réunira l'ensemble de la jeunesse nigérienne autour de cette discipline qui a toujours redoré le blason du Niger dans les compétitions sous-régionales et régionales. Depuis que nous avions commencé à organiser ce championnat-là, que ce soit à Niamey ou dans les autres régions, toutes les régions étaient présentes. Et sur la base d'une sélection régionale. Donc c'est à partir de cette sélection régionale que les régions forment la taille de leur délégation. Donc nous estimons que les régions qui viennent avec les meilleurs de ces régions-là. Donc à notre niveau, on va les mettre en compétition pour voir réellement est-ce que la sélection qui a été faite dans les régions était une sélection sérieuse ou pas. Donc voilà comment nous procédons. Et aussi la fédération a placé dans chaque région des licences parce que nous voulons essayer de professionnaliser l'athlétisme et aussi le développer dans toutes les régions du Niger. Nous sommes l'une des fédérations qui organise chaque année un championnat national. Chaque année, nous organisons un championnat national. C'est-à-dire que c'est très important pour la vie de la fédération. Et nous, en dehors même du championnat national, nous organisons au moins 4 ou 5 activités propres, à part même les courses de fond, telles les semi-marathons, les marathons. Initialement organisée à tour rotatif suivant les régions du pays, cette plaque tournante est actuellement butée à un problème d'infrastructure dans certaines localités, d'où sa tenue ici à Niamey. À notre actif au niveau du bureau exécutif de la fédération, depuis 2005, nous avions toujours organisé ce championnat-là dans différentes régions du Niger. On l'a essayé, mais malheureusement, les infrastructures ne suivent pas. Nous avions eu à organiser le championnat à Tawa. On a fait un championnat à Zander, un championnat à Dosso. Dans les autres régions, il n'y a pas d'infrastructure, la fédération n'a pas pu organiser. Mais notre vœu, c'était d'organiser, de délocaliser les activités de la fédération. C'est pourquoi au moins chaque année, et au moins 4 régions du Niger sont intéressées par des activités de la fédération. Soit par l'ouverture de saison, soit par la journée mondiale d'athlétisme, soit par le championnat national, soit par une activité quelconque. Nourrie par des ambitions pour la promotion et l'éclosion optimale de l'athlétisme au Niger, la Fédération nigérienne d'athlétisme, après avoir doté chaque région de 2 kits d'athlétisme, a toujours honoré ses prérogatives, notamment dans l'organisation du championnat national. Et puis, comme annoncé, la partie magazine de ce journal est consacrée au point de presse animé par la direction des enseignements supérieurs privés relativement à la formation des étudiants dans certaines écoles professionnelles, des écoles qui souvent ne respectent pas les normes du système LMD. Très bonne soirée et puis excellente soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Bonsoir. Nous avons fait appel à vous pour porter à l'attention du public une communication du ministère. L'objectif de cette communication est d'apporter aux scolaires et à leurs parents un éclairage sur les établissements privés d'enseignement supérieur qui sont au Niger. Le ministère a jugé utile de la faire pour que parents et scolaires puissent, pour toute fin utile, connaître 1. Les établissements privés d'enseignement supérieur de formation professionnelle et technique agréés et fonctionnels. 2. Les filières de formation, c'est-à-dire les offres de formation qui leur sont autorisées. 3. Les diplômes que ces établissements-là sont habilités à délivrer. Les établissements privés d'enseignement supérieur, au nombre de 66 fonctionnels durant l'année académique
2013-2014, ces établissements-là jouent un grand rôle dans la satisfaction des besoins en formation de nos jeunes titulaires de bac et autres diplômes dans des filières diverses, mais on constate principalement dans le secteur tertiaire. L'intervention va s'articuler sur 5 axes. La réglementation de l'enseignement supérieur privé. 2. Les établissements privés d'enseignement supérieur de formation professionnelle et technique habilités à former et à délivrer des diplômes. 3. Le système d'enseignement et de formation. 4. Le contre-saint des diplômes, licence, master. Et je finirai par le contrôle du respect des textes. De la réglementation. L'enseignement supérieur privé est réglementé par une ordonnance, une loi et leur décret d'application. Des décrets instituant le BTS et le système LMD et par plusieurs arrêtés d'application. Ainsi, depuis 2003, par décret 2003-150/PRN MESSR/T, il est créé le BTS d'État au Niger, avec aujourd'hui 18 filières. L'article 3 de l'arrêté numéro 188 MEMS/RS du 29 septembre 2011 stipule que peuvent entreprendre des études conduisant au BTS les candidats titulaires du bac ou de tout autre diplôme académiquement équivalent, pas équivalence administrative. Et depuis 2010, par décret 2010-402/PCSRD/MSSRS du 14 mai 2010, il est institué le système LMD dans l'enseignement supérieur au Niger. C'est dans l'esprit de ces textes que tous les établissements privés d'enseignement supérieur sont tenus d'exercer leur activité. Le deuxième point, des établissements privés d'enseignement supérieur de formation professionnelle et technique habilités, c'est-à-dire les établissements habilités à former et à délivrer. Ces établissements-là détiennent 3 types d'arrêtés d'autorisation: de création d'un établissement, d'ouverture d'un établissement et d'ouverture de nouvelles filières. Il faut noter qu'avec des arrêtés d'autorisation, de création et d'ouverture d'un établissement, avec ces 2 arrêtés-là, l'établissement est habilité à former seulement au BTS d'État. Quand un établissement n'a qu'une autorisation de création et d'ouverture, il n'est habilité qu'à former au BTS, pas au-delà. Pour former en licence et en master, l'établissement doit avoir une autorisation d'ouverture de nouvelles filières dans le système LMD. Donc, seuls les établissements ayant obtenu légalement ces arrêtés du ministère sont habilités et formés et délivrés des diplômes. Les listes
des établissements privés d'enseignement supérieur et de formation professionnelle et technique habilités, agréés, sont disponibles à la DESPRI, affichés au ministère et le seront très bientôt à l'intérieur dans les différents chefs-lieux des régions. Le troisième point, c'est le système d'enseignement et de formation. Ça a changé. C'est le LMD avec 3 cycles. Depuis 2010, les textes instituant le LMD sont opposables à tous les établissements privés d'enseignement supérieur. Dans ce système, les offres de formation, en tant que les programmes de formation, sont déclinés en unités d'enseignement UE affectées d'une valeur de crédit. Dans ce système, l'année académique est semestralisée, c'est-à-dire les enseignements sont semestralisés. Dans ce système, avec un bac, la licence professionnelle s'obtient en 6 semestres, correspondant à 180 crédits. Avec un BTS, on peut rentrer avec un BTS d'État. Là, la formation, c'est en 2 semestres, S5 et S6. Quant au master professionnel, il s'obtient après la licence en 4 semestres, S1, S2, S3, S4. Les stages, mémoire ou rapport et soutenance doivent se faire dans les limites strictes du 4e semestre. Tout doit être fait dans les limites strictes du 4e semestre. Il n'y a pas à dire BS2 15 mois. Le BTS d'État, après les licences et masters, il y a le BTS d'État. Là, la condition d'entrée, je l'ai déjà dit, c'est bac ou un diplôme académiquement équivalent. C'est l'article 3 de l'arrêté 188 MES qui le dit. Le cycle conduisant à ce diplôme de BTS est de 2 ans, avec un examen d'admissibilité et une soutenance. Il faut noter, une attestation d'admissibilité n'est pas le diplôme de BTS. Le diplôme de BTS est délivré par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. C'est lui qui le signe. Des attestations d'admissibilité circulent. Ces attestations d'admissibilité de BTS ne sont pas le diplôme. Le diplôme même s'obtient après l'admissibilité et après avoir soutenu, quand on a la moyenne, on délivre le BTS. Et c'est le ministère qui délivre ça et c'est signé par le ministre. Je viens à mon 4e point, le contreseing des diplômes, licences et masters. Conformément au texte, seuls les diplômes de licence et de master obtenus dans les filières autorisées et ayant satisfait aux conditions d'inscription et de formation sont contresignés par le ministère, permettant ainsi aux titulaires de prétendre soit à poursuivre des études ou même à chercher un emploi. Depuis 2012, tout diplôme de licence professionnelle ou de master professionnel qui ne porte pas le contreseing du DGE, du ministère de l'Enseignement supérieur, parce que c'est à lui que le ministre a délégué son pouvoir, qui ne porte pas son contreseing, n'a pas de valeur légale et ne permet alors de valeur à aucun droit. Tout diplôme qui n'est pas contreseigné par le DGE de licence et de master valable. Le diplôme de BTS, si je reviens, lui, j'ai déjà dit,
C'est signé par le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Enfin, mon 5e point, c'est le contrôle du respect des textes. Je vais dire à cette veille de rentrée aux administrateurs, les administrateurs des établissements privés du supérieur sont informés qu'à partir de la rentrée académique 2014-2015, le ministère, à travers sa direction, la DESPRI, veille au strict respect de tous les textes régissant l'enseignement supérieur privé. C'est à cette condition seulement que l'État peut assurer de ces établissements privés une formation de qualité, des diplômes mais compétents et compétitifs dont le pays a besoin. Des inspections menées par le ministère sur le terrain, tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays, ont malheureusement révélé l'existence de quelques établissements qui sont en situation d'indélicatesse. Les diplômes obtenus dans ces établissements ne sont pas reconnus par le ministère, ne sont donc pas valables. Ces établissements en état d'indélicatesse subiront les sanctions prévues par les textes. Les établissements qui se conforment aux textes bénéficieront bientôt des félicitations et encouragements du ministère et seront les seuls qui méritent d'accueillir des étudiants boursiers de l'État. Alors, la population doit faire attention pour distinguer la bonne graine de l'ivraie. Aussi, pour faire des formations, pour s'inscrire, scolaires, étudiants et parents sont invités à ne s'orienter que vers les établissements privés de l'enseignement supérieur ayant un agrément officiel de création et d'ouverture de filières de formation et dont les diplômes délivrés peuvent être reconnus et contresignés par le ministre en charge de l'enseignement supérieur.